clairement, ça impacte et je pense que c'est important quand on est entrepreneur de réussir à maintenir un équilibre en se servant du sport parce que c'est vraiment une super manière de rester plein de vitalité en fait, tout simplement. Bienvenue sur Chill, le podcast pour se détendre où je vais à la rencontre d'entrepreneurs ambitieux qui mènent une vie saine. Je suis Brice de Feta Fitness, alias le maniaque des habitudes. Cette semaine, j'accueille Clément Eustache. Clément a fondé Shareathlon, une plateforme qui permet de se prêter et de s'emprunter du matériel de sport gratuitement. Dans cet épisode, Clément nous parle des sports qu'il pratique et des difficultés qu'il rencontre pour maintenir le rythme tout en lançant sa start-up. Évidemment, on discute de l'impact de cette baisse d'activité sur son quotidien personnel et professionnel. Il nous donne ses conseils pour se mettre au sport et manger sainement. On aborde également le zéro déchet, sa transition écologique ainsi que son alimentation flexitarienne et en quoi Shareathlon est une suite logique de tout ça. Enfin, Clément nous en dit plus sur ses loisirs et ce qu'il ferait s'il n'avait pas Shareathlon. Et devinez quoi, il a un tas de projets en tête hyper intéressants. Pensez à mettre une note et un avis sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus. Merci à tous et bonne écoute. Salut Clément, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast. Salut Brice, merci à toi de m'avoir invité. Pour commencer, est-ce que tu peux présenter ton activité pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Alors, je mets en place une plateforme qui permet aux gens de se prêter et de s'emprunter du matériel de sport. Et ça s'appelle shareathlon.com. Et c'était venu comment, du coup, cette idée ? L'idée m'est venue il y a un petit moment, il y a presque 3 ans déjà. Un atelier un petit peu simple où je travaillais chez Decathlon à l'époque, chez Between. Et on travaillait sur un vélo classique. Et le chef de produit a posé la question de comment est-ce qu'on allait toucher des utilisateurs pas encore pratiquants. Et je suis resté vraiment bloqué sur cette question-là et sur pourquoi effectivement aujourd'hui on ne focalisait pas beaucoup dessus et qu'est-ce que c'était leur frein. Et en parlant de frein justement, je pensais à ma compagne qui me disait régulièrement qu'elle voulait faire du vélo avec moi. Et du coup j'ai sorti mon téléphone, je lui ai envoyé un SMS en lui disant écoute, qu'est-ce qui t'empêche là d'acheter un vélo pour que l'affaire soit réglée ? Elle m'a répondu Clément t'es bien gentil, mais 200 € ça fait cher pour un mal aux fesses et pas savoir si j'en referai. Et là je me suis dit qu'il y avait vraiment un souci dans le monde du sport effectivement. Si on veut se mettre au sport, il faut payer pour voir. Il n'y a pas vraiment d'autre solution que d'investir, mis à part les stations balnéaires ou les stations de ski où il y a de la location. Mais à part ça, tu dois payer pour voir, quoi. Et c'est là que ça a commencé à dérouler sur qu'est-ce qu'on peut faire pour libérer les gens sur cette charge mentale de si ça me va pas, si c'est pas le bon matos pour moi, si c'est pas la bonne pratique pour moi, qu'est-ce que j'en fais, etc. Jusqu'à en arriver à prêter et à se faire prêter entre gens. Pourquoi ça ? Parce que je trouve que on crée en fait des relations de solidarité entre les gens et c'est là où ça devient chouette. Top, très bien. Donc du coup, ça t'est venu il y a un peu plus de 3 ans et là tu bosses depuis combien de temps dessus à temps plein ? Est-ce qu'il y a eu une autre partie où tu étais encore salarié chez Decathlon ? Ça a démarré salarié chez Decathlon, ouais. Du coup, ça a démarré l'été 2017, vraiment, genre les midis, les soirs, un peu les week-ends, en plus de mon job. Et ça a duré 6 mois comme ça. Puis pendant 1 an, ils m'ont autorisé à travailler 1 jour par semaine sur le projet, en intrapreneuriat. Ça devait à l'époque être pour Decathlon. Et puis finalement, à force de rencontres en avançant, je me suis rendu compte que c'était vraiment mon bébé à moi et que Decathlon n'avait pas une stratégie franche vers le prêt de matériel de sport. Et du coup, j'ai décidé de créer mon entreprise et je pensais pouvoir faire du temps partiel dessus. Et en fait, en janvier 2019, j'ai pris conscience que ça ne allait pas du tout le faire, que j'étais beaucoup trop motivé, beaucoup trop pris parti sur mon projet, quoi. Et du coup, j'ai demandé à partir. Et donc, je suis à temps plein sur mon projet depuis début avril. Donc, un peu plus de 2 mois. Là. Ok, très bien. Stop. Et du coup, je pense qu'en étant chez Decathlon, tu as quand même eu une carrière de grand sportif. Alors, quel genre de sport tu fais ? Alors moi, je suis un grand sportif, je dirais pas ça non plus. Effectivement, il y a des sportifs de haut niveau chez Decat, mais moi, je suis plutôt un amateur d'un peu tous les sports. Avec de la passion plutôt pour le volleyball et pour le kung-fu. Et donc c'est ça que je pratique plus régulièrement. Et pour le reste, je suis toujours partant pour un petit peu tous les sports.
Ok. Et c'est à quelle fréquence par semaine? Kung Fu, c'est 2 fois par semaine, enfin entre 2 et 4, mais en général plutôt 2, voire moins en ce moment avec ma nouvelle vie d'entrepreneur. Et le volley, j'en faisais par la corpo de Décathlon les jeudis midi. Donc là, depuis que j'ai quitté, je n'y suis pas retourné. Et il faut que je me réorganise pour pouvoir en faire. Parlons un peu de ça, là, de cette difficulté entrepreneuriale à faire du sport. Qu'est-ce que tu as déjà rencontré là en quelques mois ou peut-être même déjà plus d'un an que tu es en intrapreneuriat? Tu dis que ça baisse un peu, que tu manques un peu de temps. Comment tu fais en fait pour t'organiser? Bah, c'est pas évident, effectivement, ça rentre en conflit avec beaucoup d'opportunités ou de sollicitations ou de trajets. Là, ma nouvelle vie, en fait, elle est basée, enfin, elle est composée de beaucoup d'interventions à beaucoup d'endroits différents, beaucoup de rencontres et beaucoup de contraintes de calendrier. Ce qui fait que les mardis midi où j'avais l'habitude de faire mon Wing Chun, qui est une forme de Kung Fu par exemple, ça saute presque tout le temps parce que je suis plus loin que là où j'en fais qu'avant et j'ai souvent des contraintes qui font que je peux pas, ou alors j'arriverai pour pratiquer seulement un quart d'heure, quoi. Et pareil pour le soir, en fait, les lundis et jeudis soirs où j'ai les séances de Kung Fu classique, ben c'est souvent des moments où il y a des séances de pitch, des soirées de networking importantes ou des soutenances ou des choses comme ça qui font que ça saute assez régulièrement. Ouais. Ou alors je rentre tellement tard ou tellement vanné que j'ai du mal à y retourner derrière. Ouais. Je comprends. Dans le lancement du projet, c'est quand même assez compliqué de trouver son temps et de trouver son organisation. Et est-ce que tu as quand même un minimum de choses que tu essaies de faire? Je sais pas, quelques pompes chez toi ou Plutôt le matin, ouais, du coup, parce que le matin, c'est un moment où là, je peux être plutôt en maîtrise avant de partir. Du coup, je me fais un peu de méditation le matin et puis un peu d'exercice physique. Ça peut être des pompes, des abdos, juste histoire de faire un peu d'effort, quoi, tout simplement. Et puis là, quelque chose qui est pas mal aussi, c'est de me déplacer un maximum en vélo. Donc quand j'ai pas trop de trajets trop longs dans la même journée, je fais tout en vélo. Ok, d'accord, top. Est-ce que tu as un sport que tu voudrais faire, mais que tu te refuses un peu pour le moment ou que tu n'as pas encore tenté? Que j'ai pas encore tenté. Oui, dans les arts martiaux, il y en a quelques-uns que j'aimerais beaucoup tester. Il y a Capoeira qui me plaisait bien à un moment et que j'ai toujours envie d'essayer. Et puis il y a le Systema qui est assez particulier et qui est qui me plaît bien, qui est pas mal dans la continuation du Wing Chun justement, très très fluide. Et ça, j'aimerais beaucoup m'y essayer. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Le Systema, c'est un art martial russe qui est très souple, c'est un petit peu bizarre. Les positions sont un petit peu rigolotes et il y a des coups qui sont très fouettés. Il y a des choses, c'est assez impressionnant. Par exemple, il y a un coup où c'est plutôt je te frotte de haut en bas sur le torse, quoi, et en fait ça te vide de ton énergie, tu tombes par terre, quoi. Ah oui? C'est assez fou, ouais, alors que je t'impacte pas vraiment, tu vois. Et donc ça, c'est des choses ouais, très intrigantes et qui me donnent envie, quoi. Qui me donnent envie d'essayer. C'est vrai que c'est intriguant, oui. On te frotte de haut en bas et Bon, frotter, c'est peut-être pas le bon terme si tu veux, mais c'est un coup descendant qui va, voilà, qui est pas vraiment dans je te rentre dedans, quoi, mais plutôt je glisse. Ok, très bien. Est-ce que le fait de faire du sport, quand même, d'avoir un minimum pour toi, c'est quand même important dans ta journée d'entrepreneur? Tu disais que c'était un petit peu, ça rentrait en contradiction avec ce que tu essaies de faire, ce que tu essaies de monter. Est-ce que ça te turlupine un peu de pas en faire assez? Oui, ça me travaille. Ça me travaille. Après, le fait de faire mon sport a clairement un impact sur comment je vis ma journée. Donc quand j'ai pas fait de sport un jour, quand j'ai pas fait de sport 2-3 jours d'affilée, je suis pas du tout dans les mêmes niveaux d'énergie. Donc tu vois, là ce matin, je suis venu en vélo et j'ai la pêche, quoi. Enfin, ça change vraiment la donne.
une demi-heure de vélo pour faire son trajet, ça fait qu'on est bien, on a fait tourner les poumons, on a fait tourner le cœur et on se sent mieux. C'est tout bête. Donc clairement ça impacte et je pense que c'est important quand on est entrepreneur de réussir à maintenir un équilibre en se servant du sport parce que c'est vraiment une super manière de rester plein de vitalité en fait, tout simplement. Ouais. Et qu'est-ce qui ferait aujourd'hui que tu pourrais faire un peu plus de sport? C'est vraiment le temps ou est-ce que s'il y avait quelqu'un derrière toi, des potes ou des coachs qui t'emmèneraient un peu plus, qui te forceraient un peu plus, est-ce que tu te forcerais à déconnecter ou c'est vraiment parce que tu es dans la phase de lancement à proprement parler que tu te permets pas? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. C'est-à-dire que d'une part, moi, c'est à moi d'organiser ma vie, mes journées, ma vie de manière générale pour lui mettre la place qu'il faut, tout simplement. Et après, effectivement, il y a des mécanismes psychologiques qui marchent chez tout le monde, c'est que on laisse pas tomber les potes, quoi. Donc si par exemple tu as une équipe je sais que j'ai des amis qui font du foot ensemble, par exemple, s'il y en a un qui vient pas, il plante les autres et ça fout le bordel, quoi. Tout simplement. Donc du coup ils y vont beaucoup plus régulièrement. Ouais. Il y a même des gens qui se sont amusés comme ça pour tenir en salle de gym, tu sais, où c'est le genre d'endroit où on s'abonne et puis on finit vite par plus y aller. Il y a des gens qui ont une astuce et qui se donnent le sac de sport mutuellement. Donc, imagine que moi j'ai ton sac de sport, toi t'as le mien, et donc du coup si je viens pas, tu peux pas pratiquer et c'est à cause de moi. Et ça c'est une petite astuce qui fait que les gens on a beaucoup plus peur de décevoir l'autre, on a beaucoup plus de réticence à planter l'autre qu'à se planter soi-même finalement. C'est assez bizarre. C'est hyper intéressant là, cette pratique de s'échanger les sacs. J'ai jamais entendu, mais ça peut être en plus drôle. Là. Tu lui ramènes un petit short un peu moulant, quoi. Et puis... Oui, tu peux t'amuser après, tu peux faire des petites blagues. Mais pour le coup, c'est vraiment un système qui marche très très bien pour se maintenir dans une motivation. Le problème, c'est que le kung-fu, c'est pas vraiment le truc. C'est relativement solitaire, même si tu pratiques avec d'autres. Remarque, ça pourrait peut-être se faire. Et pour le coup, le volley, là, cette année, je le faisais en entreprise et dans catégorie loisirs. Donc, si tu veux, je faisais pas les compètes. Donc, si je venais pas, ça avait pas d'impact. Et donc, du coup, ces mécanismes-là, je les avais pas. Je les ai toujours pas. Faut vraiment qu'il y ait un impact, en fait, sur les autres, ouais. C'est vrai que ça force bien. C'est une astuce, en tout cas, ouais. Je pense qu'il y en a plein d'autres. Je pense qu'effectivement, avoir un coach, ça peut vachement aider aussi. Moi j'ai jamais trop testé ça, donc je peux pas te partager d'expérience là-dessus, mais je pense qu'effectivement ça aide. Est-ce que tu as déjà essayé des applications ou... Non, j'ai jamais essayé d'application en coach sportif. Moi, j'ai une approche sport très, très plaisir en fait, et assez peu sport au service de la performance, au service de perdre du poids ou des choses. C'est vraiment du plaisir pour moi le sport. Et du coup j'ai jamais essayé, mais je suis un peu spécial, tu vois, j'adore la musique aussi et j'ai jamais voulu prendre de cours de musique. Et du coup le seul instrument dont je joue c'est du didgeridoo parce que ça s'apprend sur le tas, quoi. Ok, très bien. Quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui voudrait se mettre au sport et qui voudrait peut-être aussi changer son alimentation? Alors, je vais d'abord faire sur le sport et ensuite l'alimentation. Sur le sport, je conseillerais d'y aller à fond. Plutôt de vraiment essayer, de vraiment s'y mettre et de voir le plaisir que ça procure. Et du coup, d'aller tester les sports qui font du plaisir avant les sports qui font du bien. Enfin, c'est bête, mais y aller pour le plaisir plus que pour le bien que ça procure. Ça procurera du bien et ça... d'autant plus que si on s'amuse à le faire, si on prend du plaisir à le faire. Donc ça c'est la première chose. Je dirais aussi d'y aller tranquille. Il y a beaucoup de gens qui se blessent notamment en faisant de la course à pied. Alors moi j'aime pas j'ai jamais couru, j'ai jamais trop aimé ça, mais je sais que c'est quelque chose dont on peut vite devenir addict. Par contre c'est une pratique où on peut très vite se blesser quand on n'est pas maîtrisant et il faut y aller vraiment tranquillou au départ.
sinon c'est le meilleur moyen, de se dégoûter ou de se blesser. Ouais, t'as vraiment raison sur le plaisir avant le bien-être, parce que Ouais. souvent vraiment quand on veut perdre du poids ou quand on commence un sport, on y va à fond, comme tu dis, soit on se blesse, soit on se dégoûte, et en plus on n'aime pas ce qu'on fait. Euh, et enfin, c'est vraiment pas la bonne démarche si tu veux que ça soit sur du long terme, quoi. Ouais, c'est une forme de sport torture. Après, tu sais, les trucs là, comment ça s'appelle Freaknetics ou un truc comme ça, là, non? Freeletics, Freeletics, ouais. C'est un l'application. truc, ouais, où qui te dit de faire des séries, là, tous les jours. C'est un truc un peu violent, là, mais si on n'y prend pas de plaisir, c'est pas durable de toute façon, je pense. Et c'est, tu vois, tous les gens qui disent no pain, no gain, ou il faut souffrir pour être bien ou pour être beau, etc. Je trouve ça assez dommage en fait de voir les choses comme ça, parce qu'on peut vraiment prendre du plaisir, et du coup c'est aussi une garantie que ça reste durable. C'est comme les régimes, donc on va switcher sur l'alimentaire justement, mais je pense que c'est un petit peu la même chose. C'est comme les régimes qui te contraignent fortement. En général, tu lâches l'affaire, t'en as marre, et puis ça fait effet yo-yo encore plus violent, quoi. Derrière, tu surcompenses une fois que tu te lâches, et c'est encore pire. Ouais. Et en plus de ça, t'as raison, c'est que sur ces régimes-là qui sont drastiques, là, tu vas te restreindre vraiment beaucoup trop. Tu perds du poids, effectivement, quelques kilos au début, tu es content. Et puis, en fait, une fois que tu as atteint ton objectif, tu reprends tes anciennes habitudes alimentaires. Donc, tu reviens à manger de la merde et tu reprends du poids. Et en fait, tu n'as rien appris, quoi. Et en plus, tu t'es dégoûté. Tu te dis, non, mais perdre du poids, c'est trop compliqué. J'aime pas ce qu'on mange. Tout de suite, la vision, c'est quand on me parle et vu que je suis dans ce domaine-là, ils se disent, putain, mais lui, il doit manger des brocolis secs avec du blanc de poulet. Mais c'est pas ça l'alimentation, quoi. C'est pas parce qu'ils ont cette image du régime restrictif où tu dois rien manger, aucune graisse, rien du tout. Alors que c'est pas du tout ça. Faut aussi savoir se faire plaisir avec l'alimentation, parce que tu iras pas bien loin, quoi. Ouais, je pense que c'est un petit peu la même philosophie pour l'alimentation. Et donc, du coup, mes conseils, c'est. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux peut-être faire des retours d'expérience plus que des conseils, mais moi, je digère. Ça me prend beaucoup plus d'énergie que ça m'en apporte quand je mange de la viande. En rouge en particulier. Et en fait, c'est pas que moi, c'est scientifique, ça. Ça prend à peu près 6 fois plus d'énergie pour digérer de la viande rouge que pour digérer autre chose. Et pour autant, j'adore une côte à l'os au barbecue, c'est un grand kiff pour moi. Mais en fait, je mange beaucoup moins de viande qu'avant pour plusieurs raisons. Pour le niveau d'énergie dans lequel ça me met, et aussi tout simplement parce que c'est plus cohérent avec ce que je suis en train de vivre. En fait, ce que j'amène moi avec mon projet, c'est mutualiser, donc limiter l'impact qu'on a sur les ressources naturelles en utilisant mieux ce qui existe déjà. Et à force de travailler ça, moi, ça m'a mis... avant ça, déjà, je me suis lancé dans le zéro déchet, et ça, voilà, ces deux choses-là m'ont mis face aussi à l'impact que j'avais rien que par mon alimentation. Et donc là, c'est pas tant une question d'impact sur son niveau de forme que d'impact sur la planète, quoi. Mais c'était assez important pour moi. Donc du coup, j'ai baissé très très fort ma consommation de viande. Ce que je peux raconter d'autre, c'est de lire un peu. Je pense que c'est bien de s'informer avant de suivre un régime de tel expert, parce que je me méfie beaucoup de la figure de l'expert. Mais juste s'informer sur la nutrition de manière générale, c'est assez chouette. C'est pas très long, c'est pas très compliqué, mais ça peut apporter énormément de choses, de grille de lecture, et ça peut apporter du coup des clés pour s'adapter soi-même à ce qui va nous faire plaisir et ce qui va pourtant être mieux pour nous. Et, moi, c'est tout bête, mais quand j'ai lu un bouquin sur la nutrition, j'ai commencé à changer des petites choses, mais pas grand chose, tu vois, mais au lieu de boire une bière, je buvais du cidre, ou je buvais pas d'alcool.
juste parce que j'avais compris ce que c'était que l'index glycémique et que la bière c'est 3 à 4 fois plus que du cidre, tu vois, enfin des choses toutes bêtes. Et en un mois j'ai perdu 6 kilos, mais sans effort, quoi, sans rien faire de particulier. Et donc j'étais redevenu sec. Donc c'était assez sympa. Voilà, donc je pense qu'il y a juste s'intéresser à ce qu'on mange en prenant le contrôle soi-même, quoi. Je pense que c'est important aussi il n'y a pas besoin de devenir un expert, juste s'intéresser à 2-3 petites choses et on va pas tout retenir, on va pas tout maîtriser. Mais ce qu'on retient, c'est ce qui a le plus de sens pour nous et c'est ce qui sera du coup le plus facile à appliquer, sans que ça soit un effort, sans que ça coûte. Ok, d'accord. Je partage un peu ton point de vue là sur l'alimentation et sur surtout la restriction de la viande, la consommation de la viande pour les mêmes raisons que toi. Premièrement, au niveau de la santé, deuxièmement, au niveau de l'impact sur la planète. Ouais, t'es un peu en fait ce qu'on appelle un flexitarien. Ouais, complètement. Et ça fait combien de temps ? Bon, je saurais pas trop dire parce que c'était progressif. Je pense que là, je suis en train d'être un peu plus marqué qu'avant depuis 5-6 mois. Parce que j'arrive dans plus de cohérence, tu vois, ça fait quelques mois que j'ai décidé de plus prendre l'avion. Enfin, tu vois, il y a des trucs qui deviennent un peu plus marqués qu'avant, quoi. Enfin, donc, un peu plus extrêmes aussi, mais voilà, ça m'a pas empêché de manger de la très bonne viande la semaine dernière. Ouais, je suis pareil. Et ouais, tu parlais de transition avec le zéro déchet et tout ça. Donc pour toi, enfin, tout est lié. C'est-à-dire au niveau de l'alimentation, le zéro déchet. Est-ce que tu peux juste dire 2-3 mots sur le zéro déchet ? Qu'est-ce que c'est et pourquoi ça t'intéresse ? Comment ça t'est venu ? Ouais, bah écoute, comment ça m'est venu ? C'est Jérémy Pichon qui est le papa de la famille Zéro Déchet, qui ont écrit un bouquin, qui tiennent un blog aussi qui est assez sympa. Jérémy du coup est venu en conférence à l'époque où je bossais encore chez Decat, il y a 2-3 ans, pour parler de leur aventure, quoi, pour témoigner un petit peu. Et bon, lui c'est un activiste assez engagé, et ils sont pas mal extrêmes dans leur démarche, mais elle est très chouette leur démarche. Et, en gros, ils ont réussi en 3 ans à arriver à avoir qu'un bocal de déchets. Donc t'imagines un bocal de moins d'1 litre, et c'est tous leurs déchets de l'année. Donc c'est assez dingue. Énorme. Ouais. Et en fait, il venait témoigner, et puis moi ça m'a confronté à des questions que je posais quand j'étais enfant. Je me suis rappelé de manière très très précise de quand j'étais petit, et que je demandais à ma mère pourquoi est-ce qu'on utilisait des couverts jetables parfois. Et elle me disait parce que c'est plus économique, et que je disais non, c'est pas possible, parce que si on jette, c'est pas économique en fait. Et si tu veux, cette candeur là, je l'ai perdue comme tout le monde. On perd souvent au bout d'un moment, parce que tellement de choses nous sont présentées comme des évidences, et qu'on s'en éloigne. Et tu vois, ce que ma mère qui m'a répondu c'est plus économique, elle était juste en dissonance cognitive. Elle était en train de faire un truc qui allait pas avec quelque chose d'autre, et elle a trouvé une réponse, la première qui lui est venue, pour essayer de trouver une bonne raison de faire ça. Parce qu'en fait, dans l'absolu, c'était pas bien de faire ça. Enfin, tu vois, même elle avait pas de bonne raison de le faire, quoi. Et du coup, c'est ok. Enfin, ça arrive à tout le monde. Et moi, le premier. Et c'est pour ça que souvent, quand on demande pourquoi à quelqu'un qui fait quelque chose qu'on considère bizarre ou pas fondé, il va trouver une réponse qui nous satisfait pas. C'est parce que inconsciemment, on cherche toujours quelque chose qui fait qu'on a raison de faire ce qu'on fait. Enfin, c'est assez bizarre. Et toujours est-il que ça m'a frappé à ce moment-là, et je me suis dit mais oui, j'avais raison à cette époque-là, et Jérémy a raison. Il faut y retourner, quoi. On arrête les conneries, et du coup on arrête de jeter, de générer des déchets à tout va. C'est complètement dingue. Une fois que tu reprends conscience de ça, et que tu te rends compte du volume de poubelles que tu jettes, du volume de déchets que tu engendres juste en buvant de l'eau en bouteille plutôt que de boire l'eau de ton robinet. Enfin, plein de choses comme ça, c'est complètement dingue. Et quand tu te dis qu'il y a une surface de l'espace d'un
continents qui existent dans l'océan là, d'emballage, de déchets plastiques juste qui flottent, qui fait la taille d'un continent. C'est hallucinant. Là, il n'y a pas longtemps, il y a une étude qui montrait qu'on avale à peu près la quantité d'une carte bleue en plastique par semaine dans notre alimentation et en respirant. Donc quand tu dis ça, tu dis putain, on a vraiment foutu la merde. Il est temps de se calmer, quoi. C'est tout bête. Et voilà comment ça m'a frappé, comment c'est venu. Parce que celle des zéro déchet, c'est juste une démarche qui tend à essayer de générer moins de déchets par sa vie, par sa consommation. Et ça passe par moins d'emballage, surtout moins d'emballage, acheter en vrac, acheter de saison et local. C'est des trucs tout bêtes, quoi, mais qu'on a un peu perdu. Et ce qui est drôle, c'est que nos grands-parents, eux, c'était évident. Ils faisaient tous ça. Ils avaient leur sac à patates, ils allaient sur le marché le week-end, et puis et on a perdu ça à la faveur de grandes surfaces qui nous proposent tout et n'importe quoi toute l'année, sans que ça ait vraiment de sens. Ce qui était avant de la praticité et de l'économique, ça devient plus tellement économique et ça devient sans saveur, Quand tu recommences à manger local et tant qu'à faire bio, si tu peux, tu retrouves des tomates qui ont du goût, quoi. Enfin, c'est tout bête, mais donc voilà, c'est un côté chouette le zéro déchet parce que ça te remet en cohérence un peu avec le monde dans lequel tu vis aussi, quoi. De manière simple, hein, sans grande prétention, mais ça fait du bien. Et comme tu disais, tout est un peu connecté de toute façon. Et je pense que ton projet aussi, il fait partie aussi de cette démarche-là. Carrément, ouais, clairement. En fait, le projet, il a plusieurs visées. La plus grande ambition qu'on a, c'est d'abord de faire du lien, de retrouver le sens du collectif entre les gens. Ça, c'est quelque chose qui s'est pas mal perdu. On est une société très, très individualiste et qui, du coup, est devenue très violente, de manière directe ou indirecte. Mais on a plein d'inégalités, on a plein d'injustices. Et on n'a plus vraiment de solidarité pour compenser ça. C'est assez fou, d'ailleurs. Au point que tu as des gilets jaunes qui disent j'ai passé le meilleur Noël de ma vie sur un rond-point, juste parce qu'ils étaient ensemble pour une cause, peu importe que tu sois d'accord, pas d'accord, eux, ils partageaient un truc à ce moment-là. Et c'est assez intéressant, c'est symptomatique, ça montre qu'il manque ce sens du collectif qu'on n'a plus, à part pendant quelques heures quand on gagne la finale de la Coupe du Monde de foot, quoi. Mais à part ça, on n'est plus ensemble, on est chacun pour soi. Donc, du coup, notre ambition, c'est de faire retrouver un petit peu ce sens du collectif aux gens et en parallèle de ça, de leur faire comprendre qu'en plus, on peut le faire en utilisant mieux ce qui existe déjà. Et faire ça, c'est un super geste pour la planète parce que mieux utiliser ce qui existe déjà, ça évite de construire encore du neuf qui ne sert pas. Et on n'en a pas forcément vraiment conscience encore, mais on vient d'une culture, un paradigme, si on peut utiliser les mots compliqués, mais en gros d'une société de l'abondance. Et on était dans un monde où il y avait de tout et on pouvait tout avoir en masse et pas cher. Et là, on arrive à un truc où on arrive aux limites de ce système-là et on va arriver dans une société de la rareté, en fait, la pénurie des matières premières. On parle beaucoup du pétrole, mais presque toutes les matières vont devenir rares. Et donc, il va falloir mieux utiliser ce qu'on a et arrêter les conneries. Et du coup, mon projet, on essaye un petit peu de contribuer à ça en semant des graines dans les gens, en leur faisant prendre conscience que en mutualisant, on accède à plus de choses avec moins de moyens pour soi et avec moins de moyens de la Terre, en fait, qui sont mobilisés aussi, moins de ressources naturelles. Très beau. Très beau, je Merci. suis à 100% avec toi. Si on revient sur tes routines, tu nous en parlais brièvement de ce que tu faisais le matin. Est-ce que tu as d'autres choses d'autres morning routine et evening routine, ou peu importe dans la journée, est-ce que tu as des routines qui te sont chères? Non, j'ai tendance à entretenir ma capacité à toujours travailler le moment présent. Ça veut dire saisir ce qui se passe et donc ça veut dire ne pas m'enfermer trop dans les routines. Ceci étant dit, je sais aussi que je connais la force des habitudes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as mis en place une habitude, ça ne te coûte plus de faire quelque chose et ça devient très simple.
Voilà, je pense que je suis aussi à un moment de foisonnement, d'effervescence, parce que j'ai une nouvelle vie, parce que j'ai un projet, que je suis en train de le structurer, et donc du coup, c'est normal que ça soit un peu déstructuré pour l'instant, en fait, et du coup, j'ai pas vraiment de routine actuelle à te présenter, à part, je te dis, le matin, un peu d'exercice, un peu de méditation. Sinon, sinon, pas grand-chose, si ce n'est que te dire, la plupart du temps, je fais à manger moi-même. Je suis pas trop adepte des plats préparés. Voilà. Bah, tiens, on va parler un peu de ton alimentation. Bon, on en a déjà un peu parlé, mais je sais pas, est-ce que tu as des choses que tu t'es rendu compte en fait qui avaient un impact sur comment tu te sentais au travail Sur ma forme, Ouais. ouais, ouais, il y a plusieurs choses. Il y a déjà la question de manger à sa faim. En fait, moi, je suis un peu trop glouton parfois. Hein, quand j'aime ce que je mange, je baffre et j'attends d'avoir mal au ventre avant de me dire qu'il faut que j'arrête. Quand je fais ça, alors en général, je vais sourire à le coin de la bouche et dire j'ai trop mangé. Par contre, il y a un vrai contre-coup, quoi, c'est que ça te tue, quoi, ça te fatigue, c'est un truc de dingue. Et donc, clairement, quand je mange normalement, et même que je m'arrête juste avant d'avoir le vrai sentiment de satiété, j'ai mangé assez. Ça, les Japonais sont très bons à ça. Ils parlent de manger à 80% de sa faim, quelque chose comme ça. Mm. Et en fait, c'est le niveau suffisant pour être bien. Tu as largement de quoi en termes d'énergie. Et au contraire, tu te fatigues beaucoup moins à digérer un estomac trop plein. Et du coup, tu tiens très bien ta journée, ton après-midi. Justement, en m'intéressant un peu à la nutrition, je me suis rendu compte je parlais d'index glycémique tout à l'heure, mais en gros, tout ce qui fait que ça va se transformer très vite en sucre dans ton sang, fait que tu as la pêche pendant un très court instant, mais par contre, comme tu as un pic de glycémie, tu as aussi un pic Insuline. d'insuline, tout à fait, et donc du coup, pour pouvoir convertir ce sang en graisse, c'est ce qui fait que tu as le ventre à bière notamment. Mais surtout, du coup, tu élimines très vite ce sucre et donc tu as besoin d'énergie et donc tu as faim. Mhm. C'est un peu un cercle vicieux. Plus tu manges des trucs qui te mettent du sucre dans le sang vite, plutôt que de le diffuser longtemps, et plus tu as refaim vite. Et donc, tous ceux qui ont un creux en milieu de matinée ou un creux au milieu d'après-midi, en général, c'est qu'ils ont mangé des choses à index glycémique trop élevé, ce qu'on appelait les sucres rapides souvent avant. Donc c'est juste intéressant de regarder ça et d'équilibrer un petit peu ce qu'on mange euh, pour que ça soit plus diffus. Euh, voilà. J'ai noté aussi, moi alors c'est un peu bizarre, beaucoup de gens disent que le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée. Moi je prends très rarement un petit déjeuner parce que du coup ça me permet de faire des périodes de jeûne d'à peu près 12 heures. Si je mange que à midi et si j'ai dîné à 20 heures, 21 heures, ça fait j'ai un peu plus de 12 heures de jeûne et le jeûne, c'est assez intéressant parce que ça permet de détoxifier en fait. Et moi, quand je fais ça, là, tu vois, je suis venu en vélo ce matin, je n'ai pas déjeuné, j'ai pas du tout eu de coup de mou. Enfin, je vais très bien en fait, parce que j'ai largement assez de réserve d'énergie avec ce que j'ai mangé hier soir. Donc, il n'y a aucun souci avec ça. Et tous ceux qui vous disent qu'il faut pas, il faut surtout pas rater le petit déjeuner, c'est pas vrai. Après, je dis pas qu'il faut ne pas le prendre non plus, hein. Chacun trouve son truc, mais moi, c'est un équilibre que je trouvais qui me va bien. Ouais, t'as totalement raison. C'est vrai qu'on y a un mythe autour de la question du petit déjeuner où on devrait prendre un gros repas pour se mettre en forme. Ça, c'est un peu les industries agroalimentaires et surtout du céréal là, qui essaie un peu de nous endoctriner là, en disant que c'est super bon. Et là, justement, un indice glycémique hyper élevé. Donc, comme tu dis, à 10h, 11h, t'as ces coups de barre, tu te demandes pourquoi, mais en fait, t'as pas à te demander pourquoi. C'est juste que t'as bouffé du sucre le matin et donc t'as été excité un peu et après, plus rien. Plus de jus dans les chaussettes, comme on dit. Ouais, je fais comme toi depuis. Moi, je pratique le jeûne intermittent depuis plus d'1 an maintenant. Et c'est pareil, on va dire que
quelques premiers jours d'adaptation ou semaines, pour certains, ça peut être un peu compliqué parce que ton estomac n'est pas encore réglé sur ces nouveaux horaires et t'as faim, mais au bout de quelques jours, tu t'en sors très bien et t'as vraiment pas de coup de barre justement à 10h. Et tu te rends compte que oui, tu peux vivre et tu peux même faire du sport aussi à jeun et tu vas pas tomber dans les pommes forcément, quoi. Donc c'est une très bonne pratique à faire. Après, je suis d'accord avec toi que on peut pas non plus automatiser ça pour tout le monde et que si les personnes veulent manger un petit déjeuner, il n'y a pas de souci, mais après, il faut faire vraiment attention à ce qu'on met dans son assiette au petit déjeuner, quoi. Est-ce que tu cuisines ? Ouais, j'aime bien cuisiner. C'est plutôt moi qui cuisine à la maison que ma compagne, même si elle fait des très bonnes choses aussi. Tu travailles de chez toi ou dans un espace dédié ? Non, je travaille pas de chez moi, sauf exception, ça peut m'arriver, mais j'ai bien un espace pour le travail en dehors. Ouais. Ok, et du coup, le midi, tu fais comment ? Tu te fais à manger ou alors que tu vas manger à l'extérieur ? Ça dépend un peu de comment j'arrive à m'organiser. Si je peux, je m'amène une gamelle, parce que c'est souvent un peu plus sain, parce que c'est souvent moins cher, et parce que c'est... Et puis de la même manière, c'est souvent beaucoup moins générateur de déchets que de consommer un food truck ou un sandwich où il y a toujours des emballages qui servent à rien. Après, encore une fois, ça dépend un peu. Quand tu as une vie d'entrepreneur à 100 à l'heure, je suis pas encore bien organisé pour avoir ma gamelle prête tous les jours. Je sais pas toujours à l'avance si je vais pas déjeuner avec quelqu'un pour le business ou des choses comme ça. Donc ouais, c'est pas évident à gérer, mais quand je peux, j'amène ma gamelle. Et comment tu fais ? Tu essaies de le faire le soir pour le lendemain ou est-ce que tu as une autre stratégie ? Ça peut être le soir où je fais de plus grande quantité. Ça peut parfois être le week-end où je prévois un ou deux repas de midi, mais c'est plutôt rare ça. Et ça peut parfois être le matin. Ok. Où on fait ça. Ma compagne aussi, elle se prépare sa gamelle le matin de temps en temps, donc du coup on fait pour deux. Voilà, ça dépend un petit peu. Puis là il commence à faire beau, le potager commence à donner des choses, donc je vais pouvoir aller piocher dedans de la salade fraîche, des choses comme ça, donc ça va être chouette. Très bien. Et quand tu te lâches, quand tu te fais plaisir, qu'est-ce que tu aimes bien manger ? C'est quoi ton envie ? Bah pour le coup la viande, mais des bonnes viandes, tu vois, soit des... À Lille, là, il y a un artisan qui fume la viande, qui est restaurant aussi et qui fait des vraiment très bonnes choses. Ça peut être ça, du bon burger artisanal. J'ai appris que la France c'est le top 2 consommateur au monde en burger. C'est vrai ? Les États-Unis. Ouais, c'est un truc de dingue. Après, si je me lâche, je sais pas, ça peut être un peu de tout. Moi, j'aime presque toutes les cuisines, japonais, chinois. J'aime bien la cuisine réunionnaise, j'aime bien la cuisine sénégalaise, j'aime bien la cuisine mexicaine. J'aime beaucoup de choses. J'aime bien manger. Ouais, clairement. Mais manger, c'est un peu la vie, tu vois, pour moi. Donc voilà, ça peut, pour me lâcher, il n'y a pas trop de problème en général. Je trouve de quoi me faire plaisir sans trop de problème. Mais il y a la viande qui me vient, les vraiment très bonnes viandes qui me viennent quand tu me poses la question. À part ça, ça peut être tout. Ouais. Mais en tout cas, ce que j'entends, c'est que tu vas pas faire un choix industriel ou quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose qui est plus artisanal et l'idée de se faire plaisir avec du bon et de la bonne qualité. Ouais, clairement. Un industriel, je m'en méfie. Oui, parce qu'il y a beaucoup de merde à l'intérieur, en général. Donc, c'est très très rare quand tu as de l'industriel ou dans la liste des ingrédients, il n'y en a que quelques-uns. Il y a toujours des trucs que tu connais pas. Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce nom bizarre ? C'est beaucoup de conneries, quoi. Donc, du coup, j'utilise pas beaucoup Yuka. J'adore Yuka. C'est l'application, tu la connais ? Ouais. Donc j'adore Yuka, mais pour le coup j'utilise assez peu parce que je consomme assez peu de trucs industriels du coup. C'est top. Ouais, l'application Yuka est pas mal.
Après, elle a ses limites, mais elle est vraiment bien en ce qui concerne les additifs. Les additifs et savoir un peu ce qu'il y a vraiment dedans. Après, des fois, il faut faire attention au niveau de la note qui est parfois pas trop représentative de ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que si tu regardes une huile de sésame qui est effectivement hyper grasse parce que c'est de l'huile et hyper calorique. Je sais que, j'ai eu l'exemple il y a pas longtemps là, où il disait qu'elle était pas mauvaise mais moyenne parce qu'elle était trop calorique, mais c'est logique quoi. Il y a des choses qui sont logiques et parfois des gens qui s'y fient un peu trop. Faut faire attention, faut vraiment regarder parce que il y a les additifs, il y a tout ça, donc ça c'est super. Après, faut aussi savoir lire une étiquette quoi. Comme le Nutri-Score, c'est un peu le même. Ouais, mais je crois qu'il se base là-dessus. Donc tu vois que les frites surgelées sont en Nutri-Score A ou B, mais parce qu'elles sont pas encore baignées dans l'huile, quoi. Enfin, tu vois, des trucs un peu bêtes. Ouais. Et de manière générale, la friture, pour le coup, c'est super mauvais. Ça te défonce un peu tout. Donc, Mais d'ailleurs, j'avais vu parce que maintenant je me souviens, c'est vraiment, ils prennent en fonction du Nutri-Score Yuka, et du coup il y avait des entreprises qui étaient astucieuses pour justement faire comme tu le dis là, pour passer, pour avoir un bon score, et je crois que c'était notamment le Nesquik, ou Nesquik, qu'est-ce qu'il faisait ? C'était quelque chose sur le taux de sucre. C'était pas sur 100 grammes de Nesquik, c'était sur 100 grammes avec un mélange de lait et des choses comme ça. Une fois que c'était dilué dans du lait. Ouais. Et donc du coup, en fait, ça faisait déjà pas mal de sucre, mais pas aussi énorme. Tu vois, c'était genre 30 à 40%, c'est déjà énorme. Mais en réalité, pour 100 grammes de Nesquik, c'est 80%, je crois, de sucre. Donc tu bois que du sucre et tu donnes ça à ton gosse, quoi. Voilà. Donc voilà. Mais ouais, il y a des astuces. Non, mais c'est pour ça, revenir à des trucs simples qu'on fait soi-même, c'est souvent chouette. Enfin, encore une fois, moi, il y a la notion de plaisir qui revient, tu vois. Moi, j'aimerais bien que demain, on duplique la notion, le concept de ma plateforme sur plusieurs choses, sur les livres, sur de l'outillage, pour plein de bonnes raisons, et aussi sur le matériel de cuisine, parce que j'aimerais que les gens reviennent à prendre du plaisir à cuisiner eux-mêmes, et par ça, les amener à s'intéresser à ce qu'ils mangent, en fait. Ouais. Et ça me fait penser à une question sur ton projet, on s'est éloigné un peu, mais c'est sur la question de partage. Après, les gens, tu parlais de la cuisine, est-ce que les gens n'auraient pas peur de prêter leurs affaires et que ça soit endommagé ? J'imagine que tu as déjà pensé à tout ça. Ouais, beaucoup de... c'est une des plus grosses réactions qui vient. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais c'est endommagé, si jamais il y a un accident ? Il faut savoir que ça arrive quasiment jamais, déjà. Tu vois, donc là, depuis qu'on est créé, depuis que la plateforme tourne, il y a eu environ 400 emprunts. Il n'y a eu qu'une seule fois où il y a eu de la casse, et je l'ai su seulement parce que c'est moi qui avais prêté, et la nana qui m'a emprunté le VTT me l'a ramené nickel. C'est juste qu'elle m'a raconté ce qui s'est passé, et c'est que son cheval a fait un écart, a cassé un rayon, et pour elle c'était évident, elle allait réparer la roue, quoi. Et donc moi je l'aurais pas su si elle me l'avait pas dit. Et si tu veux, voilà, il faut juste se remettre un petit peu dans la situation. C'est que de base l'homme est bon, que surtout si tu lui dis qu'il est bon, plutôt que de lui dire que c'est un voleur ou que c'est un mec malhonnête. Et donc de base, les choses se règlent un peu d'elles-mêmes, de toute façon. Ensuite, juste prendre la dimension que c'est rare qu'il y ait un accident, qu'il y ait de la casse, qu'il y ait quelque chose. Et donc du coup, je structure pas tout le projet juste pour des stress de choses qui n'arrivent pas, ou qui arriveront peut-être un peu, mais c'est pas grave, c'est ok. Ce que je dis souvent, c'est si toi t'empruntes un vélo à un pote, indépendamment de ma plateforme, si tu l'abîmes, t'es seul avec ta conscience, tu vois. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu fais marcher ta responsabilité civile ? Est-ce que tu lui rachètes ? Est-ce que tu vois avec lui, quoi ? Et avec toi. Et tu vois, c'est tout bête, mais il n'y a pas besoin de ma plateforme pour ça, en fait. De la même manière, quand moi je mets en relation deux personnes pour qu'elles se prêtent, même si elles ne se connaissaient pas à la base,
il va y avoir un petit peu la même culpabilité de la personne qui a emprunté si jamais elle a abîmé quelque chose. Il va y avoir le même réflexe de s'arranger entre eux, quoi. Enfin, ça se fait tout seul, en fait. Et après, plus tard, on mettra des services d'assurance en place. Mais comme on est une plateforme gratuite et où les gens se prêtent gratuitement du matériel, ça pourra pas être inclus dans la commission qu'on prendrait à chaque transaction, puisqu'on ne prend pas de commission. Et du coup, on trouvera d'autres mécanismes. L'idée, c'est que l'emprunteur paye une assurance à la journée ou à la semaine, soit de son choix à lui-même, ou soit imposée par le prêteur, si jamais le prêteur dit ça c'est trop important, ça vaut trop cher pour moi, donc je ne le prête pas si tu t'assures pas. Voilà un peu ce qu'on va mettre en place. Top. Très bien, très bonne initiative. J'enchaîne sur une question que j'aime bien poser. Si tu n'avais plus de ton boulot demain, qu'est-ce que tu ferais de tes journées, en fait, en dehors du travail ? Je sais pas, j'ai tellement de choses à faire. Plus de jardinage, tu vois, j'ai enfin pu m'en occuper hier parce que à chaque fois que j'avais du temps libre, il pleuvait des cordes, donc je pouvais pas jardiner. Donc un peu plus de jardinage, un peu plus de lecture. Et en fait, le problème, c'est que j'ai plein de projets en plus que j'aimerais lancer. Tu vois, je commence à m'impliquer avec un ami sur une appli qui va permettre aux entreprises de faire des dons à des associations, des dons en matériel. Donc, pour éviter qu'elles jettent, tu vois. Et en plus, il y a une loi qui arrive là, et en 2024, ils pourront plus, tout ce qui est non alimentaire ne pourra plus être béné. Il faudra trouver d'autres manières de revaloriser, et notamment par le don. Et donc on va aider les entreprises à pouvoir structurer ça et pouvoir avoir facilement une liasse fiscale pour tout leur crédit d'impôt que ça peut générer. Il y a plein de trucs. Tu vois, j'aimerais aussi beaucoup travailler quelque chose avec Pôle emploi pour voir comment quelqu'un qui est éloigné de l'emploi et qui est en perte de confiance puisse contribuer à des projets de l'économie sociale et solidaire, des projets d'utilité sociale en tout cas. Gratuitement. Aujourd'hui, c'est du salariat déguisé, donc c'est pas trop possible, sauf si c'est des associations. Mais toutes les entreprises engagées, toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire ne peuvent pas prendre quelqu'un en bénévole en fait. Et c'est un peu dommage parce que il faudrait structurer le truc, mais tu vois, quelqu'un qui était éloigné de l'emploi, qui a plus confiance en lui, qui est en train de rentrer dans un cycle, une sorte de cercle vicieux, si tu veux, c'est un peu difficile de s'extirper de ça. Et pour le coup, si plutôt que de culpabiliser, de vivre au crochet de la société, la personne peut dire bah non, mais moi je contribue à quelque chose qui sert la société, et en plus de ça, je monte en compétences, et en plus de ça, je suis heureux dans ce que je fais, etc. Et je me sors du lit tous les matins pour aller faire quelque chose qui est chouette. Bah, ça, en entretien d'embauche, c'est plus vendeur, quoi. Tu vois, donc, à mon avis, c'est une manière dont on pourrait... c'est quelque chose qui pourrait vraiment aider les gens à revenir à l'emploi plus facilement. Et en plus de ça, c'est juste aussi une manière de donner des motifs de fierté aux gens et de booster l'économie sociale et solidaire, toute la partie utile sociétalement, en fait. Et donc... tout ça pour un coût qui est déjà de toute façon absorbé par Pôle emploi. Tu vois, donc il y a plein de petites choses comme ça où on pourrait hacker le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Donc si j'avais pas Sheraton, j'aurais je pense plein de choses pour m'occuper. D'autres projets à développer. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu fais du coup en dehors de ton travail ? Tu parlais de jardinage. Est-ce que tu vas faire des restos entre amis, famille, boire des verres, lire, qu'est-ce que tu fais en dehors de tout ça ? Si, je lis pas mal le soir avant de dormir, et puis j'ai toute une bibliothèque de choses que je veux et que je dois lire. Quel type de livre ? Beaucoup de développement perso, ça tourne autour de développement perso et trucs très, très orientés business pour le coup. Donc je lis pas mal, je fais du jardinage, je fais pas mal j'aime bien sortir prendre un bon resto. Je préfère en faire un peu moins, mais faire du très bon. Donc,
Et là, il n'y a pas longtemps, on s'est fait un gastronomique, on s'est régalé. C'est un menu en 6 services en aveugle, donc tu sais pas ce qu'ils vont te servir, c'est assez sympa. Ouais. Enfin, pas les yeux bandés, mais tu sais pas ce qu'ils vont te servir à l'avance, tu choisis pas. Donc c'est sympa, c'est de travailler un peu le lâcher prise justement. C'est déjà pas mal, écoute. Mais oui. Après, voir du monde, voir des amis. Très bien. Et puis un de ces quatre, je pense, je l'ai pas encore fait, mais enfin, j'attends un peu de stabiliser justement la situation. Mais il y a une asso qui s'appelle le Club Noé, qui est dans les Hauts-de-France, qui pousse ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, de la coopération. Donc, c'est revoir un peu les modèles économiques. Et j'ai bien envie de m'engager là-dedans, en fait, et de l'aider à se développer. Donc, je vais certainement faire un peu de bénévolat là-bas aussi. Très bien, très intéressant. On va passer maintenant aux 3 questions de la fin. Alors, la première, quelle est la recette que tu aimes préparer ou le plat dont tu ne te lasses jamais ? Ce dont je me lasse jamais, c'est des salades. Les salades, tu peux en faire de toutes sortes, très facilement. Et un truc auquel je suis très très bon là-dessus, c'est les assaisonnements. En fait, quand j'étais petit, j'avais toujours du mal à comprendre pourquoi on avait des vinaigrettes à la maison où t'avais, je sais pas combien enfin, t'avais peut-être 80% d'huile et puis au fond un petit peu de vinaigre, un petit peu de moutarde qui traînait et qui était complètement déphasé, et ça m'a toujours choqué. Et en fait, j'ai commencé à faire moi-même les vinaigrettes et à faire des vraies émulsions, tu vois. Et donc, il y a du goût partout, parce que quand t'as que de l'huile, il n'y a pas vraiment de goût. Et du coup, je suis devenu une sorte d'expert en vinaigrette, c'est assez marrant. Et donc, il y a toujours beaucoup d'éloges sur mes vinaigrettes. Et ce qui est cool, c'est que si t'as un bon assaisonnement, tu peux manger un peu n'importe quoi en salade, et ça se passe toujours bien. Et après, j'aime bien faire plein de choses. Je fais des très bonnes lasagnes, par exemple. Ok. Et quand tu parles de salade, tu parles de quoi en particulier ? Si tu as une salade classique que tu fais, c'est laquelle ? Je suis pas vraiment de salade classique, hein, vraiment. Je suis plutôt en mode qu'est-ce qu'il y a dans le frigo et qu'est-ce qu'il y a dans le jardin et qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc j'ai pas de recette type. J'ai toujours beaucoup cuisiné à l'instinct, moi. Enfin, tu vois, sans suivre de recette particulière. Donc j'ai pas vraiment envie de te répondre. Enfin, tu vois, il n'y a pas de réponse précise. Ouais, désolé. Okay. T'as raison. Mais c'est vraiment une salade, parce que en fait, il y a la confusion des fois, c'est salade de quinoa, salade de pâtes, non, c'est vraiment avec de la salade. Ah non, oui, plutôt avec une base laitue ou des choses comme ça, mais okay. Ouais, après ça peut être oui, salade de pâtes, salade de riz, etc. J'en fais peu. Ouais. Merci pour ta non-réponse qui m'en dit quand même pas mal. Deuxième question, si tu voulais regarder un seul film jusqu'à la fin de tes jours, ça serait lequel ? La Belle Verte de Colin Serrault. Je sais pas si tu l'as déjà vu, ce film. Non. Et bon, pour faire très simple, ouais, c'est des humains d'une autre planète, mais des humains qui ont compris un peu les choses, quoi. Si tu veux, donc qui ont arrêté les conneries sur plein de choses, qui ont arrêté la monnaie, qui ont arrêté la pollution, qui ont arrêté tout plein de choses, et qui juste vivent bien en harmonie entre eux et sur leur petite planète. Et puis ils envoient quelqu'un visiter la Terre, parce que ça fait quand même 500 ans qu'ils sont pas passés sur la Terre et qu'ils se demandent un peu ce que c'est devenu. Et donc et c'est assez drôle de voir ce décalage. Tu vois, quand je parlais de candeur la dernière fois, c'est un petit peu ça. Ils arrivent avec une candeur, mais plutôt que d'être les attardés, c'est nous les attardés, en fait. C'est eux qui sont en avance, même s'ils ont une approche beaucoup plus simple pour plein de choses. Et il y a une scène, notamment, comme on parlait d'alimentation, il y a une scène au tout début du film où les gens se retrouvent après avoir marché jusqu'en haut d'une montagne. Ils se retrouvent tous et ils ont tous amené à bouffer, et c'est que des crudités. Et je te jure, c'est juste quand tu vois cette scène, t'as envie de bouffer ça avec eux, quoi. C'est tellement bien, je sais pas, bien amené, quoi, que ça te donne envie de manger plus que ça, quoi. Et voilà. Et donc ils appellent la planète la Belle Verte parce que pour le coup, sur Terre, il y a des très beaux arbres et qui sont très fans des arbres de la Terre, qui sont immenses et magnifiques. Voilà. Et je vous laisse découvrir la suite, mais c'est vraiment, vraiment... Colin Serrault, c'est celle qui a fait un film qui s'appelle Solution locale pour un désordre global, qui est beaucoup plus connu pour le coup. Mais La Belle Verte, c'est son film le plus personnel. Et il y a vraiment des trucs...
ça te prend un peu aux tripes, quoi. C'est assez sympa. Top, C'est un peu perché aussi. Mais... mais ça fait du bien des fois. Ok, très bien. Et pour finir, est-ce que tu as une anecdote en rapport avec le sport ou l'alimentation ? Alors, si je dois trouver quelque chose qui est en lien avec les deux, j'ai rien de très original dans ce que je vais dire, mais le kung-fu, j'avais tendance à manger un repas normal avant d'aller au kung-fu pendant longtemps. Et puis à force de manquer de vomir mes lasagnes quand je faisais des roulades, je me suis dit que j'allais manger un petit peu plus léger. Et je me rends compte qu'effectivement, en mangeant 2-3 crudités, une tranche de pain et des petites bricoles, quoi, ça suffisait largement pour avoir la pêche pendant toute la séance de sport. Et pour autant, me sentir bien, quoi. Et pas être lourd et pas manquer de vomir à chaque roulade. En plus, c'était tes lasagnes maison, si je comprends bien. Souvent, c'est des ton plat maison, préféré, quoi. que t'allais vomir sur le tapis, quoi. Ça aurait été dommage. Ok, bon, super. Pour terminer, Clément, est-ce que tu peux donner aux auditeurs les liens vers lesquels ils peuvent te retrouver, toi et ton projet ? Alors, oui, il y a shareathlon.com, tout simplement. Donc, share comme partager en anglais, S-H-A-R-E, et athlon comme la fin d'un triathlon. Et ensuite, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, sur Facebook. Si vous tapez Shareathlon, si vous tapez Clément Eustache, vous me retrouverez aussi. Eustache avec un H. Ok, très bien. Merci Clément d'être passé sur le podcast. À bientôt. Et je t'en prie. Et prêtez-vous les uns les autres, c'est important. Merci, à plus tard. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Un jour, un philosophe du XXIe siècle a dit « Il n'y a que quand je suis premier que je reste à ma place ». Alors si tu veux m'aider à faire connaître le podcast Chill, je t'invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour illuminer ma journée, rien de plus simple, lance iTunes depuis ton ordinateur ou Apple Podcast depuis ton smartphone, cherche Chill by Feta Fitness, va dans la section Notes et avis et laisse un avis. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.